Bonjour et bienvenue. On a tous en tête un artiste, une chanson qui est un peu la bande-son d'un moment de notre vie. Oui, bien sûr. Mais c'est quand même plus rare qu'un artiste devienne la bande-son de la vie de toute une nation. Et aujourd'hui, on se penche sur ce cas précis, celui du musicien comorien Salim Ali Amir. Un poète, un chanteur, un musicien, un monument. Exactement. On a compilé pas mal de sources, des articles, des biographies, des entretiens. Et ce qui en ressort, c'est le portrait d'un homme qui est vraiment bien plus qu'un chanteur populaire. Mhm. Notre objectif, ça va être de comprendre comment il a réussi à incarner cette sorte de mémoire collective pour les Comores. On va décortiquer son parcours, de ses débuts, qui étaient assez compliqués, jusqu'à son statut d'icône. Oui, et c'est passionnant, parce que les sources montrent bien une dualité, presque deux carrières en une. Ah oui. Il y a une première période, disons dans les années 70-80, où il est vraiment une figure de la pop comorienne, très moderne, avec des claviers, des arrangements. D'accord. Et puis une seconde période, bien plus tard, où il fait un retour au touarab. C'est un genre beaucoup plus traditionnel, poétique, avec des influences arabes, swahili. C'est un virage à 180 degrés. Et pourtant, c'est le même homme. C'est le même homme, la même plume, un artiste qui a su évoluer sans jamais se trahir. Alors, pour comprendre ce chemin, il faut commencer par le début. Ses racines. On est à Moroni, la capitale, dans le quartier de Badjanani. Le cœur historique. Voilà. Et son père, le cheikh Amir Boba, est une figure très respectée qui lui donne une éducation religieuse, très stricte. On est loin de la pop, a priori. Ah bah oui, on est très loin. Et c'est là qu'on trouve le premier paradoxe de sa vie. D'un côté, son père est farouchement opposé à l'idée d'une carrière musicale. Pour lui, c'est futile. Mhm. Mais de l'autre, c'est justement dans cet environnement religieux que le jeune Salim découvre la musique. C'est à l'école coranique, à travers les chants religieux, les kasoudas. C'est là qu'il forme son oreille. Exactement. C'est là qu'il forme sa voix, son oreille, et son premier instrument, c'est une flûte en bambou, le firimbi. Il en joue en cachette. C'est incroyable. La structure qui lui interdit la musique est celle qui lui en donne les clés. Et sa voix, on la remarque tout de suite. Très vite. Il y a une anecdote qui est formidable. Une de ses interprétations d'un kasouda est enregistrée alors qu'il est encore très jeune. D'accord. Et cette version devient tellement populaire qu'elle est diffusée tous les matins, pendant des années, sur Radio Comore, Sans qu'on sache que c'est lui. sans qu'on sache que c'est lui. Sa voix entre dans le quotidien des gens bien avant son nom. C'est un prodige anonyme en quelque sorte. Et en parallèle, il continue de se former seul, en autodidacte, sur plein d'instruments. La flûte et puis le clavier qui va devenir central plus tard. Oui. Et il y a un autre aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est son engagement politique. Très jeune. C'est vrai, les sources en parlent beaucoup. Dans les années 80, il milite au sein du mouvement des jeunes révolutionnaires du Front démocratique. Et cette conscience politique, sociale, elle va infuser toute son œuvre. Vraiment. Alors, le tournant, il arrive dans les années 70 et 80. Il a le talent, il a la conscience politique, mais il lui faut un groupe. Il est repéré par Abdallah Chiabidine des Anges Noirs. Et là, il plonge dans ce que les sources appellent l'époque des bals. Ah, la génération des balles. J'imagine l'ambiance, les hôtels bondés, la musique toute la nuit. C'était bien plus que ça. Lui-même le dit dans une interview. Il n'y avait pas de conservatoire aux Comores. Leur conservatoire, c'était ça. Ah ouais. Il faut s'imaginer ces jeunes qui jouent de 20h à 5h du matin, non-stop. Ils apprennent des centaines de reprises de tubes internationaux, du rock, de la soul. C'est une formation d'une intensité folle. Une école de la rigueur, de l'endurance. C'est là qu'ils ont forgé leur technique. Et de ce bouillonnement, une fusion va naître. Les deux groupes phares de l'époque, Ange Noir et Karts, décident de s'unir. Ils deviennent les Anges Charistes. Mais ça ne dure pas. Le groupe se transforme pour devenir... Ngaya. Et ce changement de nom est un acte fondateur. Ce n'est pas juste un détail. Le nom Ngaya vient d'une chanson d'un autre membre, le poète Boule des Îles. C'est une promesse, voilà. Et c'est Salim Ali Amir qui est le moteur de ce changement. Il dit « On arrête les reprises, on fait nos propres compositions, en comorien. » Il veut qu'ils inventent leurs propres sons, qu'ils racontent leurs propres histoires. Et Ngaya devient une machine quasi professionnelle, ce qui était rare pour l'époque. Absolument. Ils se structurent, ils ont une caisse commune, les musiciens sont payés et le succès est fulgurant. Ils tournent dans tout l'océan Indien, Madagascar, La Réunion, Maurice. Ils vont même en Afrique, en Côte d'Ivoire, pour le festival Massa. Un gay, d'après toutes les sources, c'est sa plume. Comment est-ce qu'on passe de musicien de bal à l'un des plus grands poètes de sa nation ?
Hmm. En fait, la clé, on la trouve encore une fois dans son engagement de jeunesse. Ce mouvement qu'on a mentionné, le Msomo Wanyumeni. D'accord. Ce n'était pas juste un mouvement politique, c'était aussi un cercle littéraire. Ça lisait beaucoup, ça débattait, ça maniait la langue. C'est là qu'il a appris une technique d'écriture essentielle, surtout sous la censure. Laquelle? L'art de parler d'une situation sans la nommer précisément. L'écriture à double sens, la métaphore, l'allégorie. Et quand on regarde les thèmes de ces chansons, c'est d'une audace incroyable. Il y en a plus de 200. Ah oui, Il y a Palestine, qui parle de la dignité de tous les dominés, Mpombe, sur une forme d'esclavage moderne, Siassa Bojo, sur le citoyen oublié par les politiciens. C'est très fort. et il y a cette anecdote sur la chanson Mahaba, qui veut dire amour. Elle est, elle est parfaite pour illustrer son génie. Racontez-nous. Il est jeune militant au Msomo Wanyumeni, et il a une relation amoureuse avec une autre camarade, ce qui est interdit par le règlement. Il est dénoncé, Ah, il passe en conseil des disciplines, il risque l'exclusion. La tension est énorme. j'imagine. Mais au lieu de se laisser faire, il se défend avec une audace folle. Et juste après, il écrit Mahaba. En surface, c'est une magnifique chanson d'amour. Mais en réalité? En réalité, entre les lignes, c'est une réflexion profonde sur les contradictions du mouvement et même sur les valeurs de la patrie. Il utilise son histoire personnelle pour poser une question universelle. C'est ça, son talent. C'est extraordinaire. Il transforme une crise personnelle en manifeste politique. Quelle force! Tout à fait. Son parcours change encore de dimension en 1987. Il part en France pour étudier la musicologie. Oui, mais ça ne se passe pas comme prévu. Il se heurte à un mur. Sans formation théorique validée, les portes des conservatoires lui sont fermées. Ça aurait pu être un échec. Ça aurait pu. Mais il se réoriente et s'inscrit en sociologie. Et il dira plus tard que ça a été déterminant, que ça a affûté son regard sur la société, que ça a structuré son écriture. Et c'est à Paris qu'il enregistre son premier album solo, Ndiwiri, en 1988. Et là, les sources parlent d'une véritable révolution. Ce qui est frappant, c'est qu'on insiste moins sur le rythme que sur la production. On parle de subtilité, de piano classique, de jazz. Absolument. C'est un saut qualitatif. Il enregistre avec un musicien, Daniel Yvon, et il soigne chaque détail. Les arrangements sont d'une finesse inédite. Il mélange une pop minimaliste avec des harmonies de piano qui flirtent avec le classique. C'est comme s'il élevait le niveau d'exigence. Exactement. Il propose une complexité, une sophistication qu'on n'entendait pas avant dans la musique comorienne moderne. Il dit « Notre musique peut être aussi universelle que n'importe quelle autre ». Plus récemment, il a fait un autre geste fort. Il a publié un livre, Tsiono Zinji, une anthologie de ses textes. C'est une déclaration, c'est une invitation, c'est une façon de dire « Voici mon œuvre » dans sa langue, le shikomori. Si vous voulez la comprendre, venez à sa rencontre. Il revalorise la langue, il affirme qu'elle se suffit à elle-même. Tout ça nous amène à son statut actuel. Il n'est plus juste un chanteur. Une des sources utilise une formule magnifique. Il y a des artistes que l'on écoute, et il y a ceux que l'on habite. C'est exactement ça. Pour la diaspora comorienne, sa voix, c'est un pont. Écouter ses chansons, c'est se reconnecter au pays, c'est un acte identitaire. On parle de son approche comme de l'authenticité maîtrisée. Voilà, il a modernisé sans dénaturer. Il n'a pas transformé la tradition en folklore pour touristes. Il l'a maintenue vivante. Et en faisant ça, il est devenu une part de l'identité comorienne. Suivait dans ses tournées, ça montre bien l'ampleur du phénomène. C'était une ferveur qui allait bien au-delà de la musique. Les gens se reconnaissaient dans ses textes, dans son intégrité. Finalement, ce qui ressort de tout ça, c'est que le parcours de Salim Ali Amir montre comment un artiste peut devenir la bande sonore de l'existence d'une nation, presque sans l'avoir cherché. Oui, organiquement, sa musique accompagne tout. La joie, la nostalgie, la réflexion. C'est ce que les sources appellent un éducateur silencieux, un constructeur de mémoire. Et l'analyse de sa vie soulève une question qu'il dépasse. Une question très actuelle. Une des sources demande comment une nation assure-t-elle sa propre continuité historique? Comment elle fait pour ne pas se dissoudre, en fait? Exactement. Et la réponse suggérée, c'est que ça passe par la reconnaissance et la transmission de l'œuvre de ces figures culturelles vivantes. Pas seulement celles du passé. Et c'est peut-être la pensée qu'on peut laisser en suspens. Préserver une culture, est-ce que c'est seulement archiver le passé? Ou est-ce que c'est surtout, et peut-être avant tout, écouter, soutenir et donner les moyens à ceux qui, aujourd'hui, continuent de la faire vivre?